Dans une lointaine constellation de l'univers, existait une planète bénie entre toutes. On l'appelait Focusante. Ses peuples vivaient en paix, sous la main sage d'un seul homme. Un homme que l'on nommait le Pantocrator. Éclabel Echo avait unifié les continents des airs, des mers et des terres. Et pour cela, les étoiles elles-mêmes se courbaient devant Santopol, la cité lumière. Mais toute lumière projette une ombre, et dans cette ombre rôdait Erosicon. Erosicon avait perdu chaque bataille, chaque assaut, chaque guerre, mais la haine ne se fatigue jamais. Un jour, l'un de ses légionnaires lui souffla une idée d'une cruauté sans nom. L'épouse du Pantocrator attendait un enfant. Des voleurs furent recrutés, habillés en princes, chargés de cadeaux et envoyés à Santopol sous le masque de l'amitié. Le Pantocrator les reçut avec faste. Il leur offrit un grand banquet, il leur fit confiance. Ce fut son seul tort. Cette nuit-là, pendant que les rires résonnaient dans la salle du trône, des mains étrangères s'introduisirent dans la nurserie royale et Filio disparut. Le berceau était vide. Le silence de cette chambre fut le cri le plus douloureux que Santopol n'ait jamais entendu. Quand le Pantocrator entra dans cette chambre et vit le berceau vide, quelque chose se brisa en lui. Quelque chose qu'aucune guerre n'avait jamais pu briser. Les gardes se lancèrent à leur poursuite. Les chevaleries ratissèrent la constellation, chaque étoile, chaque planète, chaque recoin de l'univers connu. Des mois passèrent, puis des années. Les chevaleries revinrent les mains vides, mais Filio demeurait introuvable. Et le Pantocrator refusa de faire son deuil, car un père sait toujours quand son fils est encore vivant. Erosicon avait pris toutes les mesures pour cacher l'enfant. Il l'éleva comme son propre fils, dans l'une de ses plus grandes forteresses. On l'appela Erosana. Il grandit, il devint guerrier, puis général. Le général en chef des rebelles d'Erosicon, imbattable, redouté, mais portant sans le savoir le sang du roi qu'il combattait. Christo, fils aîné du Pantocrator et inspirateur suprême des Dominiciens, décida de stopper les conquêtes d'Erosana. Il rassembla ses colonnades et descendit dans la vallée des Sept Monts. Dans la vallée des Sept Monts, deux armées se firent face. D'un côté, les légions rebelles d'Erosana, de l'autre, les pourpres fidèles de Christo. Et entre eux, sans le savoir, deux frères. Les trompettes sonnèrent l'hymne de la guerre, et aussitôt, les cieux furent envahis par les engins de la mort. Soucoupes volantes, sépulcriers et motorix s'affrontaient dans un fracas de fers effrayants. Les continents des airs tremblaient. La constellation elle-même retenait son souffle. Jamais Focusante n'avait connu une bataille d'une telle violence. Et soudain, au milieu du chaos, Christo et Erosana se retrouvèrent face à face. Deux miroirs à rayon F, deux regards, deux destins qui ne savaient pas encore qu'ils étaient liés par le sang. Ils se battirent dans un duel à mort. Leur miroir à rayon F renvoyait la lumière de la guerre en éclairs aveuglants. Chacun cherchait l'ouverture fatale. Alors, le regard de Christo fut attiré par les restes d'un tatouage qu'Erosana portait au bras. La croix sacrée de la maison impériale. Son frère disparu depuis 25 ans. Christo hésita. Une seconde, une seule. Et cette seconde faillit lui coûter la vie. Erosana frappa. Les gardes arrachèrent le prince au feu de l'ennemi et sonnèrent la retraite. La nouvelle de la mort de Christo fut célébrée dans tout le royaume d'Erosicon. Il ordonna aussitôt à Erosana d'assiéger Santopol et d'exécuter la famille impériale. Mais Christo n'était pas mort, et la nouvelle qu'il apporta à ses parents allait tout changer. Il avait vu le tatouage, la croix sacrée de la maison impériale, sur le bras du général ennemi. Filio était vivant. Il l'avait combattu sans le savoir. Le Pantocrator prit lui-même la tête de son armée. Un père en guerre pour son fils. Il envoya un émissaire à Erosicon pour négocier une trêve. Son cousin rejeta tout dialogue. Il ordonna à Erosana de ramener la tête du roi sur une pique. Mais cette fois, c'est le Pantocrator lui-même qui descendit dans la vallée des Sept Monts. Ses guerriers capturèrent Erosana. Et quand le vieil empereur s'avança vers lui,
Quelque chose d'inexplicable se produisit entre les deux hommes. La même mâchoire, les mêmes pommettes, le même regard. Le Pantocrator examina le bras d'Erosana. La croix dorée était là, vive et claire, et ses larmes coulèrent. « Filio, mon fils, enfin je t'ai retrouvé. » Erosana résista. Il ne connaissait pas cet homme. Il s'appelait Erosana. Il était le fils d'Erosicone. Mais le Pantocrator ôta son protège-bras, étendit son propre avant-bras. La même croix, vivante, dorée, depuis 30 000 ans dans la famille royale. Il lui dit toute la vérité. Les voleurs déguisés en princes, le banquet, la nuit du kidnapping. 25 ans à vivre dans l'espoir de retrouver son fils. L'esprit d'Erosana se troubla, car sa ressemblance avec le vieux roi était saisissante. Un père ne peut pas tuer son fils. Je te laisse repartir vers Erosicone. Si la vérité est en toi, tu sauras quoi faire. Erosana regarda une dernière fois le tatouage sur son bras. Puis il regarda le visage du roi, et il hocha la tête. L'aéronef impérial s'éleva dans le ciel violet de Focusante et disparut dans les nuages sombres qui s'étendaient au-dessus de la forteresse d'Erosicone. On est à la conclusion d'une grande épopée. Alors, pendant 25 ans, elle avait gardé le petit vêtement blanc de son fils nouveau-né. La reine n'avait jamais cessé d'espérer, car une mère ne fait jamais le deuil de son enfant. Erosana retourna à la forteresse de celui qu'il avait appelé père. Il s'assit à sa table, mangea son pain, et au cœur du banquet, il se leva et dit la vérité. Il montra le tatouage doré sur son bras. Il dit qu'il savait maintenant qui il était, qu'il s'appelait Filio, qu'il était le fils du Pantocrator et qu'il avait choisi sa vraie famille. Le silence qui suivit fut le plus dangereux de sa vie. Erosicone ne pleura pas. Erosicone n'hésita pas. « Arrêtez-le !» On lui arracha ses attributs de prince. On le jeta dans un cachot de pierre. Mais dans l'obscurité de cette cellule, Filio sourit, car il avait fait le bon choix. Au loin, un corps impérial déchira la nuit. La garde d'élite du Pantocrator avait attendu ce signal. Les soucoupes impériales surgirent de l'obscurité de la mer et fondirent sur la forteresse de tous côtés. Erosicone prit la fuite. Pour la première fois de sa vie, il courut. Et Filio fut libéré. Escorté par les pourpres fidèles, il entra à Santopol. Les portes dorées s'ouvrirent. Les fleurs tombèrent des balcons. Des milliers de voix l'acclamèrent. Et en haut des marches du palais, elle était là. La reine, sa mère, celle qui n'avait jamais cessé d'attendre. Elle descendit les marches en courant. Elle le prit dans ses bras. Et elle pleura, comme elle avait pleuré le soir où son berceau était vide. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Le Pantocrator posa sa main sur l'épaule de son fils retrouvé. Christo, le grand frère, sourit pour la première fois depuis longtemps. La famille était réunie, après 25 ans. Sur le balcon de Santopol, sous les 2 lunes de Focusante, ils étaient enfin complets. Tel est le conte de la conquête de Santopol. Une histoire d'amour paternel, de vérité qui triomphe du mensonge, et d'un fils qui retrouve enfin son nom.